Il faut vraiment faire attention à ce sujet, de ne pas distinguer le cloud et se dire on a perdu la bataille du cloud, il faut qu'on remonte sur le cloud. Pour remonter sur le cloud, il faut passer par la valeur ajoutée importante. La valeur ajoutée importante, celle qui fait la croissance, c'est l'intelligence artificielle. À partir de là, tout le reste du cloud peut découler. Mais il faut concentrer les efforts aux endroits où on est fort. Il se trouve qu'on a cette chance d'être relativement fort en intelligence artificielle. Il se trouve qu'on a cette chance d'avoir de la capacité électrique. Si on combine les deux, on peut retrouver une part de marché qui est soutenable. Et il faut absolument le faire parce que sinon on va devenir un État vassal. Le fondateur de Mistral affirme que l'Europe pourrait perdre sa souveraineté numérique dans les prochaines années. Devant les députés, il explique pourquoi l'intelligence artificielle pourrait transformer l'économie beaucoup plus vite que prévu. Peut-être pour donner un peu de contexte, alors comme vous le savez, l'intelligence artificielle redéfinit les équilibres économiques, géopolitiques. La question n'est pas tellement de savoir si l'Europe peut rivaliser, mais plutôt comment elle peut le faire, parce que je pense que si elle ne rivalise pas, en réalité, elle s'assoit complètement sur toute forme de présence et de voix au chapitre dans le concert des nations. Donc la question c'est, peut-elle le faire sans dépendre d'acteurs extra-européens? La réponse est évidemment non. Quelques éléments sur Mistral AI. C'est une société qu'on a fondée il y a un petit peu plus de 3 ans, donc le 28 avril 2023, avec comme intuition en 2023 que l'intelligence artificielle générative allait rebattre les cartes assez significativement dans le domaine des services numériques, allait changer assez profondément la manière dont l'économie fonctionne, parce que fondamentalement, ça déplace l'intelligence du travail vers le capital et vers les machines. On voyait en 2023, parce que nous, on a eu, moi et mes cofondateurs Guillaume et Timothée, avons eu une certaine expérience chez les gros acteurs américains, que le monde se dirigeait vers un oligopole assez net, et on voulait évidemment contrer cet oligopole. Ce qu'il faut comprendre sur l'intelligence artificielle générative, et fondamentalement sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est un modèle qui consiste à transformer de l'énergie en intelligence, donc en génération de tokens qui sont derrière utilisés pour déléguer des tâches, pour faire de la recherche en mathématiques, pour opérer des chaînes logistiques, pour améliorer des outils, pour déployer des systèmes embarqués dans des robots, dans des drones, etc. Donc on est dans un métier où on transforme de l'électricité en génération de tokens. Et c'est fondamentalement quelque chose qu'il faut traiter plus ou moins comme une ressource naturelle, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'intelligence comme on réfléchit à l'énergie. Donc nous, notre objet, c'est de fournir une intelligence qui est peu chère, affordable, on va dire en anglais, qui est sécurisée en termes d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher chez des Américains, par exemple, et qui est par ailleurs durable parce qu'elle transforme de l'énergie qui est moins carbonée qu'ailleurs, parce qu'on utilise en particulier d'énergie française. Je pense qu'on n'y réfléchit pas suffisamment assez de cette manière. C'est-à-dire l'intelligence, c'est comme l'électricité, finalement, c'est comme l'énergie. Et par ailleurs, on a cette tendance, qui est à mon avis une tendance assez fausse, qui est de séparer les services numériques de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le cloud, c'est l'intelligence artificielle. La croissance du cloud, c'est l'intelligence artificielle. Les services à haute valeur ajoutée, donc à forte marge, qui permettent de faire de la R&D, c'est l'intelligence artificielle. Donc, le problème qui arrive, en fait, c'est que ce dont on parle, je pense le marché total dont on parle, il faut le comparer à la masse salariale. Aujourd'hui, chez Mistral, notre consommation d'intelligence artificielle pour nos employés, c'est 10% de notre masse salariale. Alors on fait cette technologie, donc on l'adopte un peu plus rapidement qu'ailleurs, mais si vous extrapolez, d'ici 3 à 4 ans, la totalité de l'Europe utilise l'intelligence artificielle pour 10% de sa masse salariale. 10% de la masse salariale de l'Europe, c'est à peu près 1 trilliard. 1 trilliard, c'est donc des services numériques, parce qu'il faut les générer, les tokens, etc. C'est 1 trilliard si on les utilise, si on importe de la technologie non européenne, c'est 1 trilliard de déficit commercial à rajouter à notre déficit commercial existant sur les services numériques. C'est 1 trilliard qui repart ailleurs pour être investi en R&D et qui n'est pas réinvesti en R&D en France, donc en France ou en Europe. Donc ça, je pense que c'est un point très important, c'est qu'il faut réfléchir à ce sujet de souveraineté d'un point de vue macroéconomique. C'est un sujet macroéconomique essentiel et je pense dont on ne réalise pas la teneur. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a évidemment un sujet de sécurité économique, c'est-à-dire que quand vous savez déployer de l'intelligence artificielle dans des services essentiels, vous voulez vous assurer qu'on ne puisse pas couper l'accès aux services, qui en fait est assez peu théorique, on l'a vu à différents endroits. Donc ça veut dire que c'est important pour tous les aspects souverains, régaliens. C'est évidemment important pour la défense, parce que l'intelligence artificielle est maintenant au cœur des centres opérationnels des armées, et donc devient la plateforme qui permet de prendre des décisions opérationnelles sur le champ de bataille, qui permet de faire du renseignement, etc. Et donc si on n'a pas accès à cette technologie-là, on va devoir l'importer d'ailleurs, et ça veut dire qu'on peut nous couper cet accès. Il faut avoir conscience que l'intelligence artificielle, ça permet du défensif, ça permet d'avoir des armées beaucoup plus opérationnelles, évidemment, ça améliore les opérations, etc., ça permet de faire du défensif, mais c'est aussi absolument critique dans la dissuasion. C'est-à-dire que vous avez des armées, comme l'armée russe, qui utilisent l'intelligence artificielle dans leurs drones massivement. Si vous n'êtes pas capable d'avoir en face des contres,
qui sont eux-mêmes activés par de l'intelligence artificielle, vous n'avez pas une dissuasion suffisante. Et donc, le déploiement d'intelligence artificielle dans des systèmes autonomes en particulier, je pense qu'il ne faut absolument pas y couper. C'est-à-dire que c'est absolument indispensable pour avoir une dissuasion conventionnelle aujourd'hui. Ça veut aussi dire qu'il faut maîtriser l'intelligence artificielle de bout en bout. Ça, c'est sur le premier sujet. Ensuite, sur le sujet de la cyberdéfense et de la cyberattaque. Alors on a un de nos concurrents américains qui sait très bien faire du marketing de la peur, si vous voulez, mais le sujet que les modèles sont d'excellents programmeurs et sont absolument capables d'orchestrer des attaques, de découvrir des vulnérabilités et de proposer des exploitations, c'est des choses, ça fait 6 mois que ça commence à monter, ça monte de manière linéaire, prédictible, ça monte chez tout le monde en même temps, c'est-à-dire que vous avez un autre concurrent américain qui a un modèle qui fait exactement la même chose. Vous avez des acteurs chinois qui le font également. Et nos modèles à nous sont capables de découvrir toutes les vulnérabilités dont il est fait état par Mythos, par exemple. Donc, nous, ça veut dire qu'on travaille avec nos clients pour les aider sur ces sujets cyber. C'est évidemment un sujet régalien. Et donc, c'est encore un argument supplémentaire pour dire que il faut avoir un contrôle sur cette technologie. Vous ne pouvez pas avoir les bases de données, les bases de code de l'armée française qui sont scannées par Mythos. Enfin, je pense qu'il faut... ça crée une dépendance qui est tellement irrémédiable qu'il faut absolument trouver des solutions. Le premier cas d'usage, c'est le développement logiciel. Aujourd'hui, les ingénieurs chez Mistral n'écrivent plus de lignes de code. Donc, vous avez... une manière de travailler en développement logiciel qui a profondément changé dans les 6 derniers mois. C'est-à-dire que avant, c'était plutôt un artisanat, si vous étiez contributeur individuel. C'est-à-dire que vous écrivez votre code, et d'ailleurs, les gens aimaient cet artisanat. Enfin, moi, je viens de là, j'aimais cet artisanat. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un artisan, vous êtes un manager, et donc vous demandez à des agents d'écrire le code pour vous. Donc, en fait, vous donnez les spécifications, vous êtes un donneur d'ordre. C'est quand même un changement assez profond. Et ça s'accompagne de gains de productivité qui sont très, très importants quand vous êtes tout seul. C'est-à-dire que vous êtes tout seul, vous pouvez aller 10, 20 fois plus vite. Quand vous êtes 5, ça descend parce que vous avez encore les sujets de communication qui reviennent. Quand vous êtes une très grosse entreprise, soudain vous êtes dans plein de goulots d'étranglement organisationnel en fait. Donc c'est cela qu'il faut lever pour avoir les gains de productivité dont on rêve. Et en ordre de grandeur, ça fait combien de tokens un salarié de ligne de code? Je peux vous dire, je compte plutôt en mégawatts. C'est combien de mégawatts? C'est 1 kilowatt par salarié, si vous voulez. C'est ça l'ordre de grandeur. 1 kilowatt par salarié, c'est un demi-GPU. Voilà. Ça veut dire combien en euros? Parce que la plupart des gens... En euros, c'est 10 000 € par an. Les lignes de code, c'est 10 000 € pour la ligne de code. C'est près de 10 000 € par an. Si vous faites 10 000 € par an par personne. Donc c'est ça qu'il faut compter. Mais c'est pour ça que quand je vous dis c'est 10% de la masse salariale, c'est 10 000 € par an. Et 10 000 € par an, au niveau... de l'Europe, vous avez 400 millions de personnes, c'est 8 trilliards. Vous avez des gains de productivité d'un facteur 5 dans les services clients. Facteur 5, ça veut dire que c'est 20% du temps nécessaire à effectuer une tâche par rapport à avant l'intelligence artificielle. Donc c'est très significatif. Des études macro, je pense qu'il n'y en a pas encore beaucoup, parce qu'en fait on manque de recul. Enfin, c'est une technologie... L'aspect délégation de tâches, je laisse mon agent travailler pour moi pendant toute la journée, ça ne marche que depuis 6 mois. Donc vous n'avez pas assez de recul en fait pour voir ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que nous, ce que je vous disais, c'est à peu près 10% de notre masse salariale pour équiper nos personnes. Le gain de productivité qu'on fait, je dirais qu'il est de l'ordre d'un facteur 2 par rapport à 6 mois, il y a 6 mois. Donc c'est pas une étude macroéconomique, mais c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'on parle de 10%, 20% des OPEX et de la masse salariale du monde, et on parle d'un gain de productivité. Ce ne sera pas x2 partout. Nous, c'est assez facile d'une certaine manière, parce qu'on est une activité qui n'a pas d'empreinte physique, donc on a peu de friction sur comment utiliser des agents, etc. Quand on travaille avec l'industrie lourde, c'est un peu plus difficile, parce qu'il faut aller tester les systèmes physiques, etc. Mais on parle de... Voilà, je pense que vous pouvez voir 10% de la masse salariale, et en général, un client achète une technologie si la technologie ne prend pas plus que 50% de la valeur, si vous voulez. Donc vous avez, ça veut dire 20% de gain de productivité. Ça veut dire, en fait, c'est pas forcément 20% de croissance, c'est une partie croissance, une partie destruction d'emplois. Et ça, en tout cas, destruction ou modification des emplois existants. Et je pense que quelque chose qu'on n'a pas... Enfin, pour peut-être repartir sur les sujets plus macro, vous êtes dans une situation où vous avez quand même certains métiers qui disparaissent presque. Et donc les gens s'adaptent, ils s'adaptent assez vite. Je pense que ça devrait passer. On ne s'est pas exclu qu'il y ait quand même une augmentation dans certains domaines du chômage et d'une certaine manière un déplacement de la valeur du travail vers le capital. Et le capital qui est pour le moment largement pas du capital européen. Et donc vous avez cette situation qui je pense est assez explosive entre d'une part vous avez
peut-être des destructions d'emplois, ou en tout cas des modifications très très rapides de la structure de l'emploi en Europe. Vous avez une situation où tout le monde veut de l'électricité, et il n'y a pas assez d'électricité, donc vous avez des conflits d'usage. Conflits d'usage, ça veut dire inflation. Donc vous avez de l'inflation, potentiellement due à l'intelligence artificielle. Et puis troisième élément, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez un déficit commercial qui explose, c'est-à-dire que sur le plan des services, il est multiplié par 5 dans les 5 prochaines années. Situation comme ça, c'est quand même relativement... c'est révolutionnaire, quoi. Il faut le prendre en compte, je pense, il faut en parler plus, il faut avoir un point de vue plus long terme sur ce que ça veut dire pour l'économie, ce que ça veut dire pour la société, ce que ça veut dire pour les équilibres géopolitiques. Et si on ne le fait pas suffisamment rapidement pour revenir à votre question, on va se retrouver dans une situation où on n'aura aucun choix. Et ça, c'est une situation qu'on ne voudrait pas voir advenir. Sujet du temps. Alors sur le sujet du temps, je dirais qu'on n'a pas le temps. Je pense que notamment parce que c'est lié à des contraintes physiques. On parle de ressources naturelles. Là, on parle d'utilisation de ressources naturelles pour transformer de l'électricité en token. Il n'y a pas une électricité infinie dans le monde. Les États-Unis saturent leur électricité pour la transformer en intelligence artificielle. Ils déploient $1 trilliard l'année prochaine. Quand ils déploient $1 trilliard, ça veut dire qu'ils veulent $2 trilliards en retour. Donc ils voient bien qu'il y a un marché immense qui se crée, et ils voient bien que en fait, celui qui possède la ressource, celui qui se fournit les chips, celui qui possède les électrons, qui possède les centrales éventuellement, ou qui a accès à l'énergie de manière massive, c'est celui qui gagne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez c'est 9 gigawatts, c'est 90 TWh par an, qui sont disponibles en France. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. En partie, on va faire de l'intelligence artificielle. Vous avez des acteurs qui ont des bilans énormes et qui ont largement de quoi mettre l'argent sur la table avant de voir la demande pour transformer les électrons en intelligence. Mais sauf qu'ils vont le faire dans les 2 années qui viennent. Une fois qu'ils l'ont fait, vous n'avez plus d'électricité. C'est-à-dire qu'il faut attendre les centrales, il faut en créer des nouvelles, etc. Donc vous avez une forme de monopolisation de la ressource énergétique européenne qui est en cours, qui est en train de s'accélérer à une vitesse folle, et dont on n'a pas conscience. Et c'est vraiment irrémédiable. C'est-à-dire qu'une fois... C'est-à-dire qu'on a déjà un problème de demande. C'est-à-dire que comme les Américains sont arrivés avant sur le cloud, c'est eux qui fournissent toute l'industrie européenne, ils fournissent, si vous voulez, l'État français, évidemment. La part de marché du cloud et de l'intelligence artificielle a plutôt tendance à se compresser pour les acteurs non américains. C'est-à-dire que non seulement ils grossissent avec le marché, mais en plus de ça, leur part augmente. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut s'inverser avec l'intelligence artificielle, et ce qu'on commence à voir avec nos clients, avec notre revenu, avec notre croissance. Mais le problème, c'est que même si vous résolvez le problème de la demande, vous avez un problème d'offre. Parce qu'une fois que l'offre elle est monopolisée par les acteurs américains, soudain, nous, on n'a plus d'offre en fait. Et on ne peut plus transformer des électrons en tokens. Et ça se joue dans les 2 années qui viennent. C'est-à-dire que ce qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui en termes d'investissement, c'est des dizaines, des centaines de milliards de dollars. Et pour le faire, il faut avoir une visibilité sur le marché. Et la visibilité sur le marché, elle doit être indiquée par les acteurs européens, par les États européens. Aujourd'hui, elle n'est pas indiquée de manière suffisamment massive pour que nous, on puisse prendre le risque de déployer 100 milliards de dollars. Donc je pense qu'il faut prendre conscience de cette urgence. Et malheureusement, je ne vois pas très bien comment on en prendra conscience. Donc nous, on va arriver à construire 1 gigawatt d'ici 2029. C'est ça nos objectifs. C'est pas suffisant, il faudrait qu'on construise plus. Mais pour ça, il faut qu'on ait une forme de visibilité sur le marché et sur la demande qui n'est pas la visibilité qu'on a aujourd'hui. De ne pas distinguer le cloud et se dire on a perdu la bataille du cloud, il faut qu'on remonte sur le cloud. Pour remonter sur le cloud, il faut passer par la valeur ajoutée importante. La valeur ajoutée importante, celle qui fait la croissance, c'est l'intelligence artificielle. À partir de là, tout le reste du cloud peut découler. Mais il faut concentrer les efforts aux endroits où on est fort. Il se trouve qu'on a cette chance d'être relativement fort en intelligence artificielle. Il se trouve qu'on a cette chance d'avoir de la capacité électrique. Si on combine les deux, on peut retrouver une part de marché qui est soutenable. Et il faut absolument le faire, parce que sinon, on va devenir un État vassal. Pour Arthur Mensch, la bataille de l'IA est déjà en cours. Et selon lui, l'Europe pourrait ne plus avoir beaucoup de temps pour réagir. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et abonnez-vous pour ne rien manquer d'Instant Public.